Si vous voulez voir à quoi ressemble le bout du monde industriel, venez à Ecatepec. Cette banlieue de Mexico ne vous accueillera ni avec des mariachis, ni avec des cocktails sur la plage. Ici, l'air est épais des gaz d'échappement de vieilles coccinelles Volkswagen, et les montagnes alentours sont enveloppées d'un smog grisâtre. Mais c'est précisément ici, au milieu des rues poussiéreuses et du chaos incessant, que se joue ce que les Mexicains appellent leur révolution silencieuse. Je me tiens devant les grilles de l'usine Granutech. Dans ma chaussure droite, un caillou s'est coincé, et dans ma bouche persiste le goût de tacos bon marché au porc mêlé de poussière. Mais devant moi s'ouvre un enfer noir qui se transforme en salut pour ce pays. Le Mexique a un problème. Non, ce n'est pas assez dire. Le Mexique fait face à une catastrophe. Chaque année, plus de 40 millions de pneus sont mis au rebut. La plupart finissent dans des canyons, des rivières ou sur des terrains vagues où ils sont brûlés, empoisonnant l'air avec des dioxines. Pour Mexico, ville qui étouffe dans sa propre cuvette, c'est un poison lent. Mais il y a un autre fléau, les routes. À Mexico, elles ne sont pas simplement mauvaises, elles sont vivantes. À cause des séismes incessants, de l'affaissement des sols et des pluies tropicales, l'asphalte se fissure ici plus vite que vous ne pouvez dire « gracias ». Le bitume traditionnel devient cassant sous le soleil brûlant d'altitude et se fait emporter par la première averse. Nous avons décidé de croiser ces deux problèmes pour qu'ils s'annihilent mutuellement, me confie Carlos, ingénieur chez Granutech, essuyant la sueur de son front d'une main maculée de cambouis. Ses yeux brillent de fierté. Et je comprends pourquoi. Nous entrons à l'intérieur. Ici, rien de la stérilité des laboratoires américains. Ici règne une véritable effervescence. La première étape, c'est la réception. D'énormes camions, rouillés et cabossés par la vie, déversent des milliers de pneus directement dans une cour poussiéreuse. Le spectacle est accablant. De véritables montagnes de caoutchouc noir qui empestent le brûlé sous le soleil. Mais dès qu'ils entrent sur le tapis roulant, la magie opère. Les broyeurs Granutech sont de véritables monstres. Ils ne coupent pas, ils déchirent. Le bruit évoque une créature de fer géante en train de broyer des os. Les vibrations traversent le sol, remontent dans les jambes et font claquer les dents. Ici, impossible de parler. On communique par gestes. Je vois un pneu de poids lourd se transformer en lambeaux, en quelques secondes à peine. Ici, loin des usines aseptisées d'Europe, on voit chaque goutte de sueur des ouvriers. Ils trient à la main ce que les aimants n'ont pas attrapé. C'est un travail sale, difficile, honnête. La poussière est si dense que la lumière du soleil la transperce en colonnes dorées. Nous passons à la zone de broyage fin. Ici, le caoutchouc traverse une cascade de broyeurs, devenant de plus en plus fin, jusqu'à se transformer en farine de caoutchouc. C'est l'ingrédient secret. Carlos prend une poignée de cette poussière noire et me la tend. Elle est tiède, presque chaude. « Ce n'est pas un déchet !» me crie-t-il à l'oreille. « C'est de l'élasticité. C'est ce qui empêchera l'asphalte de se fissurer quand la terre sous Mexico tremblera à nouveau. » Les Mexicains sont fiers de cette technologie. Et ils ont raison. Une route avec ajout de vieux pneus dure 3 fois plus longtemps. Elle ne craint pas l'eau, car le caoutchouc repousse l'humidité, l'empêchant de pénétrer dans les pores et de détruire la base. De plus, ces routes sont bien plus silencieuses. Mexico est l'une des villes les plus bruyantes de la planète, et chaque décibel absorbé par cette autoroute en caoutchouc est une bénédiction. Si le broyeur incarne la force brute de l'usine Granutech, l'atelier de modification du bitume en est l'esprit raffiné et dangereux. Nous quittons la cour bruyante et gravissons un escalier métallique vers une plateforme où trônent des cuves de mélange gigantesques. Ici, l'air change de nature.
À la place de la poussière sèche de caoutchouc, vos poumons s'emplissent d'un brouillard lourd et huileux. C'est l'odeur du bitume chaud, mêlée à l'arôme douceâtre des polymères en fusion. Au centre de la plateforme se dresse le réacteur, un immense thermos d'acier à l'intérieur duquel se produit une véritable alchimie. La température y est maintenue à 180 degrés Celsius. C'est un seuil critique. En dessous, la réaction ne démarre pas. Au-dessus, le bitume s'oxyde rapidement et perd ses propriétés. Je vois, à travers une vis automatisée, se déverser dans le bitume brûlant, noir comme la nuit, cette même farine noire. Des particules de caoutchouc d'1 millimètre maximum. Dès que la miette touche le liquide brûlant, un miracle physico-chimique s'opère. Vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais les capteurs sur les écrans l'attestent. La viscosité du mélange se met à grimper en flèche. Le caoutchouc ne fond pas simplement, car celui des pneus est vulcanisé, il ne peut se liquéfier comme de la glace. À la place, c'est l'adsorption qui entre en jeu. Les particules de gomme se mettent à boire, les fractions pétrolières légères du bitume. Une particule de caoutchouc double ou triple de volume. Elle gonfle, devenant une structure gélatineuse souple et élastique. À l'intérieur du réacteur, les malaxeurs à haut cisaillement incorporent littéralement cette gomme gonflée dans la structure du bitume. Ce ne sont plus deux substances distinctes. C'est un liant modifié. « Regarde le manomètre !» hurle Carlos en désignant l'appareil. La pression monte, le mélange devient plus épais que du miel. Au niveau moléculaire, se produit une dévulcanisation. Une partie des liaisons soufrées du caoutchouc se rompt et les chaînes polymères s'entrelacent avec les molécules de bitume. Elles forment un nouveau réseau, une sorte d'armature à l'échelle microscopique. C'est précisément ce réseau qui constitue le secret de cette éternité. Comparons maintenant. L'asphalte ordinaire, c'est de la pierre agglomérée par du bitume pur. Sous le soleil ardent de Mexico, il ramollit. La nuit, lorsque les températures fraîchissent, il durcit et devient friable. Avec le temps, il finit par ressembler à un biscuit sablé desséché. Il suffit qu'un poids lourd roule sur un tel revêtement pour que des micro-fissures apparaissent. L'eau s'y infiltre, gèle ou érode simplement la base. Et voilà! Vous retrouvez un nid de poule à la place de la route. L'asphalte au caoutchouc de Granutech fonctionne comme une dalle de caoutchouc résistante. Lorsqu'un camion exerce une pression sur cet asphalte, celui-ci ne se fissure pas. Il se déforme et, c'est le plus important, reprend sa forme initiale. C'est ce qu'on appelle la récupération élastique. Nous nous approchons du robinet de sortie, où Carlos recueille un peu du mélange final dans un récipient métallique pour le tester. Lorsqu'il refroidit légèrement, il l'étire comme du caoutchouc. Un bitume ordinaire se déchirerait tout simplement, mais celui-ci forme de longs filaments, rebondit et se rétracte à nouveau. Sous nos yeux, en ce moment même, des tonnes de cette masse noire se déversent dans la benne du camion. La température se maintient toujours aux alentours de 160 degrés. Le mélange exhale la puissance et le progrès. Ce camion prendra la route vers la périphérie d'Ecatepec, où demain matin, les Mexicains se rendront au travail par cette nouvelle voie. Une route qui ne craindra ni le soleil du Texas, ni les pluies diluviennes, ni les bus surchargés. C'est là le véritable triomphe de Granutech. Nous avons pris les déchets les plus difficiles. Nous les avons fait traverser l'enfer à 180 degrés, nous avons transformé leur nature chimique et en avons fait le fondement d'une circulation sûre. Ici, sur cette plateforme, au milieu de la vapeur et du fracas métallique, vous comprenez. L'avenir n'a pas nécessairement besoin d'être propre et blanc. Parfois, il est noir, collant et sent le caoutchouc brûlant.
Chaque bleibt année, eine une erschreckende statistique Statistik bestehen. terrifiante persiste dans le Weltweit monde. sind weiterhin tausende Des nukleare milliers d'ogives Sprengköpfe nucléaires einsatzbereit. restent en état Auf dem d'alerte. Höhepunkt des Kalten Au sommet Krieges de la guerre waren es froide, über il y en avait 70.000. plus de Heute 70 sind 000. es rund Et aujourd'hui, 12.500. environ 12 Das 500. bedeutet, Cela innerhalb veut weniger dire qu'en quelques Minuten minutes, könnte die la Erde an den planète Rand entière einer pourrait Katastrophe basculer au bord geraten. de la catastrophe. Aber wie wird aus Mais comment, einfachem Stein, à partir d'une aus simple Uranerz, pierre, eine un Waffe minerai geschaffen, d'uranium, die ganze fabriquant Städte une arme auslöschen kann? capable d'effacer des villes Was entières? verbergen die gigantischen Que Fabriken, cachent ces die usines so viel gigantesques Strom qui verbrauchen consomment wie eine autant Metropole? d'électricité qu'une mégapole? Und warum ist die Et pourquoi Herstellung la einer production d'une Atombombe bombe nicht nur nucléaire Physik, n'est-elle sondern pas vor seulement allem de la eine physique, mais unglaublich surtout teure, une komplexe industrie und incroyablement geheime chère, Industrie? complexe Schau et genau hin. secrète? Wenn du bis Reste zum bien Ende jusqu'à la dabei fin, bleibst, car tu erfährst du ein découvriras un Geheimnis, secret das que les in manuels keinem scolaires Lehrbuch ne gezeigt révèlent wird. jamais. Auf dem Höhepunkt Au des sommet de la Kalten guerre Krieges froide, in dans den les années 1980er Jahren 1980, umfasste das l'arsenal weltweite nucléaire mondial Nukleararsenal comptait über plus de 70 000 70.000 ogives. Sprengköpfe. Aujourd'hui, Heute hat sich grâce diese au Zahl traité de dank désarmement, Abrüstungsverträgen ce deutlich chiffre a verringert, beaucoup bleibt diminué, aber dennoch mais erschreckend. il reste Zu effrayant. Jahresbeginn gibt es Au début weltweit de l'année, ungefähr on comptait 12.500 environ 12 nukleare 500 Sprengköpfe. ogives dans le monde. Davon lagern rund Parmi elles, 9.600 près de in militärischen 9 600 Depots. sont Der Rest stockés dans des wartet dépôts auf die militaires. Demontage. Et le Die reste attend d'être beunruhigendste Zahl. détruit. Etwa Le chiffre le plus 3.800 inquiétant. Sprengköpfe sind Environ auf Raketen 3800 und Basen ogives sont stationiert, déjà déployés also sur des voll missiles et des einsatzbereit. bases. Donc, Das en heißt, état de sie pleine könnten alerte. innerhalb weniger Cela Minuten veut dire gestartet qu'elles werden. peuvent être lancées en Alles quelques beginnt im minutes. Bergwerk, wo Tout Uranerz commence dans gefördert une wird. mine, où Es l'on ist extrait le schlicht minerai Gestein. d'uranium. Nach dem Ce n'est Zerkleinern qu'une pierre. und einer chemischen Behandlung Après broyage entsteht et ein traitement Konzentrat, chimique, der on obtient sogenannte un concentré qu'on Yellow appelle Cake. Yellow Cake. Doch das ist noch Mais ce nicht n'est einmal même der pas Anfang. encore le vrai In diesem début. Konzentrat Dans ce bestehen concentré, 99,3% aus gutem, 99,3% c'est stabilem l'uranium Uran 238, stable 238, et das sich für inutilisable pour Bomben une nicht bombe. eignet. Et seulement Und nur 0,7% sind c'est das l'uranium Problematische. 235, Instabile instable, Uran celui qui nous intéresse. 235, Ce sont das des wir jumeaux brauchen. chimiques. Ils se Beide comportent sind de la chemische même Zwillinge. manière. Sie Impossible de verhalten les sich séparer par praktisch simple identisch chimie. und lassen Leur sich seule chemisch différence, nicht c'est trennen. un poids Der microscopique. einzige Unterschied, L'atome ein d'uranium winziger Gewichtsunterschied. 235 est légèrement Das plus Atom léger. des Uran Pour exploiter cette 235 différence de ist poids, ein wenig il faut leichter. transformer l'uranium diesen solide en Gewichtsunterschied gaz. zu nutzen, muss On le festes convertit Uran en in Gas hexafluorure überführt werden. d'uranium, Man une verwandelt substance es in très corrosive et dangereuse Uranhexafluorid, qui devient eine sehr gazeuse ätzende und à une gefährliche température Verbindung, die relativement schon bei basse. relativ Et niedriger maintenant Temperatur commence l'étape la gasförmig plus wird. complexe, Jetzt beginnt das Schwierigste, l'enrichissement. die Cela se Anreicherung. fait dans une usine Sie findet in einer gigantesque de riesigen la taille Anlage d'une statt, ville, groß wie composée eine de Stadt, milliers et de bestehend aus milliers tausenden d'appareils identischen identiques Geräten, die reliés zu en einer cascade. Kaskade verbunden Cela sind. peut être, par Das können exemple, des Gaszentrifugen centrifugeuses à oder gaz ou Anlagen des zur systèmes de Gasdiffusion diffusion sein. gazeuse. Les anciennes usines de diffusion gazeuse, comme celles qui existaient aux États-Unis, verbrauchten so viel consommaient Strom wie autant eine große d'électricité qu'une Stadt, grande ville, nur juste pour Atome langsam séparer zu lentement trennen. les atomes. Zentrifugen sind die Les heute centrifugeuses, gebräuchlichste elles, Methode. sont Das aujourd'hui sind la tausende méthode la plus hohe, répandue. schlanke Zylinder, Ce sont die des mit cylindres hauts et Überschallgeschwindigkeit fins qui rotieren. tournent à une vitesse Wird das Gas supersonique. eingespeist, Quand drückt on y die injecte le gaz, Zentrifugalkraft les die molécules schwereren les plus Moleküle lourdes, mit avec Uran l'uranium 238, sont 238 an die projetées vers les Wände, parois, während die tandis que etwas les leichteren molécules un peu plus Moleküle légères, mit Uran avec l'uranium 235 235, näher am Zentrum restent plus bleiben. proche du centre. Das Gas aus dem Zentrum, Ensuite, le gaz du leicht centre, angereichert, légèrement wird zur enrichi, nächsten est Zentrifuge transféré dans une weitergeführt, autre das an der centrifugeuse, Wand et le gaz abgereichert appauvri, wird celui des abgezweigt. parois, est Die écarté. Gasdiffusion La ist diffusion extrem gazeuse, elle, energieaufwendig. est un procédé Das Gas wird unter incroyablement Druck durch énergivore. tausende Le Membranen gaz est mit poussé à travers des mikroskopisch milliers de kleinen Poren membranes gepresst. percées de pores Die microscopiques. leichteren Moleküle Les mit molécules Uran plus légères, celles avec 235 l'uranium passieren die Poren 235, minimal schneller. traversent un peu plus vite. Der Prozess Le ist processus est unglaublich d'une langsam. lenteur extrême. Nach einem einzigen Après Durchlauf chaque passage, steigt die la Konzentration an concentration Uran d'uranium 235 augmente nur seulement de wenige quelques Hundertstel centièmes de pourcent. Prozentpunkte. Pour passer von des natürlichen 7/10% 0,7% auf naturels waffentaugliche aux 90% zu 90% kommen, nécessaires muss das pour Gas l'armement, tausende solcher le gaz Stufen doit durchlaufen. franchir des milliers Das d'étapes. kann Monate dauern Cela peut durer und des mois erfordert eine et nécessite une kolossale quantité Menge an colossale Energie, d'énergie, vergleichbar comparable mit à dem celle d'une Verbrauch grande einer ville. ganzen Stadt. Une fois Wenn schließlich l'extrafluorure hoch d'uranium angereichertes hautement enrichi obtenu, Uranhexafluorid vorliegt, on le wird reconvertit es en wieder métal in solide, festen à partir Metallzustand duquel überführt. on peut fabriquer Daraus les lassen pièces sich dann destinées à Bauteile une für charge einen nucléaire. nuklearen Sprengsatz Mais il ne herstellen. faut pas seulement Doch de gebraucht l'uranium. wird
wird nicht nur Il Uran, faut aussi sondern auch du Plutonium. Plutonium.
Plutonium plutonium 239 kommt in der n'existe Natur quasiment praktisch pas dans la nicht nature. vor. Il faut Es le muss créer künstlich erzeugt werden. artificiellement. In Cela einem se fait dans un Kernreaktor. réacteur nucléaire. In den On Reaktor y wird charge de gewöhnliches, l'uranium nicht ordinaire, angereichertes non Uran enrichi. geladen. Während des Quand le réacteur fonctionne, les neutrons bombardent les atomes d'uranium 238. Certains absorbent un neutron, se transformant en uranium 239 instable, qui après plusieurs désintégrations devient du plutonium 239. Au bout d'un certain temps, on retire les barres de combustible du réacteur. Ce sont alors des mélanges infernaux, extrêmement radioactifs, contenant de l'uranium, du plutonium et d'innombrables produits de fission. Les séparer est un défi colossal. Cela se fait dans une usine radiologique spéciale, derrière d'épaisses parois de béton, avec des bras robotisés. Les barres sont dissoutes dans l'acide, puis grâce à des procédés chimiques complexes, le plutonium est isolé de l'uranium et des autres éléments. C'est une étape extrêmement dangereuse à cause de la radioactivité. Das ist wegen der gewaltigen Strahlung extrem gefährlich. Le Reine plutonium Plutonium wird in Metall est transformé umgewandelt. en Es ist métal. ein sehr komplizierter, C'est un matériau launischer très Werkstoff capricieux, mit mehreren avec plusieurs kristallinen états cristallins Phasen et und hautement hochtoxisch. toxiques. Daraus On en fertigt man fabrique Bauteile ensuite für die des Bombe. pièces pour l'arme. Um nur Pour 1 produire Gramm seulement Plutonium un zu gramme de produzieren, Plutonium, müssen il faut mehrere traiter Tonnen plusieurs tonnes Uranerz de minerai verarbeitet d'uranium und et mehrere brûler des Tonnen tonnes de Kernbrennstoff combustible im nucléaire Reaktor dans un bestrahlt werden. réacteur. Liegt das Une fois les Material matières vor, obtenues, muss es zur il faut les Explosion gebracht faire werden. exploser. Es gibt Il zwei existe deux grands Grundkonzepte. concepts. Der Le type Kanonentyp. canon. An D'un einem côté, Ende un befindet morceau sich ein d'uranium, Stück Uran plus petit unterhalb que der la masse kritischen critique. Masse. De Am l'autre, anderen un Ende deuxième ein morceau, zweites, lui aussi ebenfalls sous-critique. unterkritisches. Mit Avec des konventionellem explosifs Sprengstoff classiques, wird das on eine projette Stück in l'un das sur andere l'autre. geschossen. Quand ils se rejoignent, Vereint leur überschreitet die masse totale Gesamtmasse die dépasse kritische la masse Schwelle. critique et Eine la réaction en chaîne Kettenreaktion démarre. beginnt. Le Der type Implosionstyp implosion ist est bien deutlich plus komplexer. complexe. Man nimmt On Eine prend Kugel une aus sphère de Plutonium oder plutonium Uran ou d'uranium, unterhalb der kritischen plus Masse. petite que la masse Diese Kugel critique. wird von einer perfekt Autour, symmetrischen on place Hülle une couche konventioneller parfaitement symétrique Sprengstoffe umgeben. d'explosifs classiques. Dann wird diese Ladung Puis, on gleichzeitig fait an exploser ces Dutzenden charges en Punkten même temps, gezündet. à Mit des dizaines Genauigkeit de im points, Bereich von avec une Mikrosekunden. précision Die nach de innen l'ordre de la laufende Druckwelle microseconde. komprimiert die L'onde de choc Plutoniumkugel qui mit converge enormer vers le Kraft, centre erhöht comprime ihre la sphère Dichte avec une force und im incroyable, verdichteten Zustand augmentant sa wird sie densité. überkritisch. Dans cet Die état comprimé, Kettenreaktion elle startet. devient surcritique. Eine der Et la schwierigsten réaction en chaîne Aufgaben der démarre. gesamten Konstruktion ist Créer es, une onde diese perfekt explosive aussi symmetrische parfaitement symétrique Detonationswelle zu est l'un des erzeugen. défis d'ingénierie Wie les du plus siehst, extrêmes geht de es bei toute der la Herstellung conception. einer Atombombe Comme tu le vois, weniger das fabriquer une eigentliche bombe Montieren, nucléaire n'est sondern pas den seulement Aufbau assembler des einer pièces, gigantischen, mais mettre en place unglaublich une teuren immense und technologisch infrastructure industrielle, hochentwickelten incroyablement Industrieinfrastruktur coûteuse zur et Gewinnung technologiquement spaltbarer avancée, Materialien. juste pour Das obtenir erfordert les matières Jahrzehnte Arbeit, fissiles. Milliarden Cela Dollar, demande des décennies, Zugang zu des milliards de dollars, Technologien, des enorme technologies Energiemengen uniques, une und ein énergie Heer colossale hochqualifizierter et une armée de Wissenschaftler scientifiques und et d'ingénieurs hautement Genau qualifiés. diese Komplexität C'est justement ist der cette wichtigste complexité qui Sicherungsmechanismus, constitue le der die véritable Verbreitung von frein Kernwaffen in à der la Welt bremst. prolifération. Schätzungen zufolge haben allein die Vereinigten Staaten seit den 1940er Jahren in heutigen Preisen über 10 Billionen Dollar für ihr Atomprogramm ausgegeben. Summen, mit denen man viele globale Probleme hätte lösen können. Aujourd'hui, nous partons en voyage au cœur d'un léviathan industriel, là où naît le système circulatoire de notre monde moderne. Nous allons parler de la production de tubes en cuivre. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais je ne parle pas d'une petite usine. Je parle d'un mécanisme gigantesque, rugissant et ardent, qui chaque jour, 24 heures sur 24, transforme des montagnes de cuivre pur en 13 000 tonnes de tubes parfaits. Ce n'est pas un simple processus de fabrication, c'est le spectacle métallurgique le plus grandiose et le plus rapide de la planète. C'est l'histoire de la manière dont, à partir d'un métal dur comme la pierre, on étire en quelques minutes un fil long de plusieurs kilomètres, fin et flexible comme un spaghetti. C'est un véritable dieu industriel qui crée sans relâche les veines de nos maisons, de nos hôpitaux
et de nos voitures. Essayons de prendre la mesure de ces 13 000 tonnes de cuivre par jour. Imaginez la Statue de la Liberté. Toute cette structure gigantesque pèse 225 tonnes. Cela signifie que cette usine crache assez de cuivre chaque jour pour construire près de 60 statues de ce genre. Chaque jour de la semaine, sans pause déjeuner. En un an, cette seule et unique usine produit près de 5 millions de tonnes de cuivre, ce qui représente une part considérable de la production mondiale totale. Si l'on prenait toute cette production journalière et qu'on en étirait un tube de plomberie standard d'1 demi-pouce, sa longueur dépasserait les 14 000 miles. C'est plus de la moitié de la longueur de l'équateur terrestre. Chaque saint jour. À l'usine arrive une matière première qui ressemble à une œuvre d'art, le cuivre cathodique. Des plaques parfaitement rectangulaires et lourdes, d'une couleur rose-rouge profonde et étonnante. C'est du cuivre d'une pureté de près de 100%, à savoir 99,99%. Il ne contient pratiquement aucune impureté. Cette pureté n'est pas un caprice, c'est le gage de la qualité, car la moindre particule étrangère pourrait causer une fissure dans le futur tube. Ces lourdes plaques, pesant chacune plusieurs centaines de livres, sont chargées dans un four à l'aide de grues géantes. C'est un four vertical colossal, qui s'enfonce profondément sous terre, un véritable soleil de poche. À l'intérieur, la température atteint 2000 degrés Fahrenheit. Le cuivre, en entrant dans cet enfer, fond instantanément, se transformant en une rivière liquide, éblouissante et lumineuse. Ce n'est pas une simple fusion, c'est un océan bouillonnant de feu liquide qui s'écoule en continu du four. Et c'est là que commence ce qui rend ce processus le plus impressionnant au monde, la continuité. Dans une production classique, le métal en fusion est coulé dans des moules pour obtenir des lingots, qui sont ensuite refroidis, réchauffés à nouveau et laminés. C'est lent et inefficace. Mais ici, tout se passe en un flux unique, infini et frénétique. Le cuivre liquide s'écoule directement du four vers un dispositif spécial, une machine de coulée continue. Imaginez une immense roue en cuivre, refroidie à l'eau, dans laquelle est creusée une gorge circulaire. Le cuivre en fusion s'écoule dans cette gorge, et pendant que la roue tourne lentement, il commence à se solidifier, formant une barre de cuivre continue, massive et chauffée au rouge. Cette barre, sans même avoir le temps de refroidir, arrive immédiatement au laminoir. C'est une série de cylindres qui la compriment et la façonnent. Mais surtout, en son centre, un trou est percé à l'aide d'un mandrin spécial. Ainsi, sous nos yeux, en quelques minutes, le métal liquide s'est transformé en un tube infini, à parois épaisses et incandescents, qui sort de la machine comme un serpent de feu. Ce tube mère peut avoir un diamètre de plusieurs pouces, et ce n'est que le début de son voyage. Maintenant, notre serpent épais et chaud doit subir une cure d'amincissement. Et une cure radicale. C'est l'étape qui ressemble à la fabrication de pâtes infinies. Le tube mère refroidi est acheminé vers un banc d'étirage. Imaginez une série de plaques d'acier incroyablement solides, percées de trous qui se rétrécissent progressivement. Ces orifices s'appellent des filières, et leur surface intérieure est polie comme un miroir et revêtue de diamants. L'extrémité du tube épais est affûtée, passée à travers la première filière, légèrement plus petite en diamètre, et saisie par des mâchoires géantes de l'autre côté. Et ces mâchoires, se déplaçant sur un long rail, commencent à tirer. Avec une force incroyable, mesurée en dizaines de tonnes,
elles font passer le tube à travers cet orifice étroit. Le cuivre, étant un métal très ductile, ne se déchire pas. Il s'étire, devenant plus long et plus fin, comme un caramel que l'on étire. Ce processus est répété encore et encore. Le tube passe par la filière suivante, encore plus petite, et devient encore plus long et plus fin. Après chaque étirage, la longueur du tube peut doubler. Ce qui était un morceau de tube épais de 100 pieds se transforme en des milliers de pieds de tube fin. Mais ce processus a un effet secondaire. En s'étirant, le cuivre subit ce qu'on appelle l'écrouissage. Il devient très dur et cassant. Si l'on continuait à l'étirer, il se romprait tout simplement. Il a donc droit à une cure de jouvence, le recuit. Après plusieurs passages dans les filières, le très long tube, déjà enroulé en une immense bobine pouvant peser plusieurs tonnes, est envoyé dans un four de recuit. Mais cette fois, la température y est bien plus basse, 1000 degrés et plus. Ce chauffage contrôlé élimine les tensions internes du métal, le rendant à nouveau mou et ductile, prêt pour un nouvel étirage. Ce cycle, étirage-recuit-étirage, peut se répéter de nombreuses fois, selon la finesse souhaitée du tube final. Et voilà, quand le tube atteint le diamètre et l'épaisseur de paroi voulue, il est enroulé sur une bobine finale. Imaginez une bobine gigantesque, parfaitement lisse, de fils de cuivre brillant, dont la longueur peut atteindre plusieurs kilomètres. C'est déjà presque le produit fini. Pour certaines applications, comme dans les climatiseurs, on le laisse tel quel, à l'état mou et recuit. Mais pour les systèmes de plomberie, il faut des tubes durs et droits. Ces bobines sont donc déroulées et passées dans une dresseuse, qui redresse parfaitement le tube. Puis, une scie volante automatique le découpe en tronçons standards, par exemple de 10 ou 20 pieds. Tout au long de ce processus frénétique, du métal liquide au tube fini, un contrôle qualité infaillible est en place. Des capteurs laser mesurent en continu le diamètre et l'épaisseur de la paroi avec une précision au millième de pouce près. Des détecteurs de défauts à courant de Foucault scannent le tube, à la recherche de la moindre microfissure cachée. Chaque tronçon est soumis à une pression plusieurs fois supérieure à sa pression de service pour garantir son étanchéité. Et ce n'est qu'après cela que des tubes parfaitement propres, brillants et vérifiés sont emballés, marqués et envoyés dans les entrepôts. Et c'est ainsi que, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette incroyable usine monstre qui ne dort jamais transforme des montagnes de cuivre pur en rivières infinies de tubes, qui se répandront ensuite dans nos maisons, transportant l'eau, la chaleur et le froid, accomplissant silencieusement leur travail vital. Imaginez, le matériau de construction le plus répandu sur la planète ne naît pas dans un laboratoire, mais dans la gueule d'un véritable dragon industriel. La roche, qui hier encore faisait partie de la Terre, est aujourd'hui arrachée à sa falaise par une explosion, réduite en une poussière plus fine que de la farine, et traverse un enfer de feu à plus de 1400 degrés. Dans ce brasier, la pierre devient quelque chose de nouveau. Le clinker, le cœur du ciment. Chaque année, l'humanité crée plus de 4 milliards de tonnes de cette poudre grise, assez pour construire un mur capable d'encercler la Terre plus de 40 fois. Mais il y a un secret. Sans un ajout infime, presque imperceptible, tout ce ciment serait inutile. Quel est cet ingrédient mystérieux ? Vous ne le découvrirez qu'à la fin.
Tout ne commence pas dans l'atelier, mais dans une immense blessure ouverte sur le corps de la Terre. Une carrière. L'ingrédient principal de notre recette, représentant environ 80% de la masse totale, est le calcaire. Une simple pierre qui est essentiellement le reste fossilisé d'anciennes créatures marines. Pour l'arracher à sa roche-mère, les ingénieurs mènent une véritable opération spéciale. Ils forent des dizaines de trous profonds, y placent des centaines de kilogrammes d'explosifs, et avec un boum sourd et profond qui fait trembler la terre à des kilomètres à la ronde, des milliers de tonnes de pierres se détachent du massif rocheux. Ensuite, de véritables monstres entrent en scène, des tombereaux de carrière, dont les roues sont plus hautes qu'un homme. Un excavateur gigantesque, dont le godet peut soulever d'un seul coup le poids de plusieurs voitures, charge ces blocs de pierre dans les bennes des camions. Ces géants jaunes transportent leur cargaison jusqu'au premier point de transformation, le concasseur primaire. Le concasseur primaire est une énorme gueule d'acier aux mâchoires massives qui, dans un fracas assourdissant, écrase des blocs de plusieurs tonnes en morceaux de la taille d'un ballon de football. En même temps que le calcaire, on ajoute dans le concasseur le deuxième ingrédient important, de l'argile ou du schiste. Ils sont la source du silicium, de l'aluminium et du fer, nécessaires à la bonne chimie de notre futur ciment. Après ce broyage primaire, la pierre est acheminée par un convoyeur vers une aire de stockage, puis vers l'étape suivante où elle doit être transformée en poudre. Elle arrive dans un broyeur de cru. Il peut s'agir soit d'un tambour géant en rotation, rempli de boulets d'acier qui broient la pierre dans un grand vacarme, soit, de manière plus moderne, d'un broyeur vertical à rouleau. Imaginez une immense assiette rotative, sur laquelle roulent avec une force colossale plusieurs rouleaux d'acier massif. La pierre est introduite sous ces rouleaux et est tout simplement pulvérisée en une poudre extrêmement fine, plus fine que de la farine. Un puissant courant d'air chaud saisit cette poussière et l'entraîne hors du broyeur. Ce processus broie et sèche la matière première simultanément. La poudre obtenue, appelée la farine crue, est soigneusement mélangée dans d'immenses silos, à l'aide d'air comprimé, pour obtenir un mélange parfaitement homogène. Et c'est maintenant que ce mélange gris et poudreux est prêt pour sa rencontre avec le feu. Il entame son voyage au cœur même de l'usine, dans le ventre du dragon industriel, le four rotatif. Un immense tube d'acier, long de 200 mètres, comme 2 terrains de football, revêtu à l'intérieur de briques réfractaires. Ce tube est installé avec une légère inclinaison et tourne très lentement, presque imperceptiblement, sur son axe. La farine crue est introduite par l'extrémité supérieure, légèrement surélevée. Et par l'extrémité inférieure, un brûleur géant projette à l'intérieur une colonne de feu rugissante, comme le moteur d'une fusée. La température dans cette zone atteint le chiffre absolument infernal de 1450 degrés Celsius. Notre poudre, en s'écoulant et en roulant lentement vers le bas grâce à la rotation et à l'inclinaison, commence son long et chaud voyage à la rencontre de ce feu. À l'intérieur du four, elle traverse plusieurs zones de température et des transformations étonnantes s'y produisent. D'abord, dans la zone la plus froide, le reste d'humidité s'évapore. Ensuite, lorsque la température atteint 900 degrés, a lieu le processus de calcination. Le dioxyde de carbone est libéré du calcaire, qui se transforme en oxyde de calcium. Et enfin, dans la zone la plus chaude, au cœur de l'enfer, se produit l'essentiel, la clinkérisation. L'oxyde de calcium réagit avec les oxydes de silicium, d'aluminium et de fer, formant de tout nouveaux minéraux aux noms complexes, comme l'halite et la bélite. La poudre fond et se transforme en petites billes sombres, gris-noir, de la taille d'un pois à celle d'une noix. C'est le clinker, le cœur et l'âme du ciment.
C'est, en somme, de l'énergie chimique en conserve, qui attend son heure pour se réveiller. Le clinker, chauffé au rouge, tombe de l'extrémité inférieure du four et arrive immédiatement dans un refroidisseur spécial. Là, il est soufflé par de puissants courants d'air froid. C'est une étape très importante. Un refroidissement rapide fige la structure chimique du clinker dans son état le plus actif. Le clinker refroidi, dur comme la pierre, est acheminé par un convoyeur vers un silo de stockage, où il peut être conservé pendant des mois. Et voici l'étape finale de la transformation. Le clinker en lui-même n'est qu'un tas de cailloux inactifs. Pour le transformer en ciment, il faut à nouveau le broyer, en une très fine poussière. On le charge dans un broyeur à ciment qui ressemble beaucoup au broyeur de cru, un immense tambour rempli de boulets d'acier. Mais avant de commencer le broyage, on ajoute au clinker un dernier ingrédient, incroyablement important, environ 5% de gypse. Le gypse, c'est le frein de notre ciment. Sans lui, le ciment, une fois mélangé à l'eau, prendrait presque instantanément, se transformant en pierre en quelques minutes, et il serait impossible de travailler avec. Le gypse régule ce processus, donnant au constructeur un temps précieux. Et voilà que ce mélange de clinker et de gypse est broyé pendant des heures dans le broyeur, jusqu'à se transformer en cette poudre grise, incroyablement fine, que nous connaissons tous. Ces particules sont si fines qu'elles peuvent passer à travers un tamis capable de retenir l'eau. Le ciment fini, encore tiède après le broyage, est acheminé par des tuyaux pneumatiques, comme par des vaisseaux sanguins, vers d'immenses et hauts silos de stockage. Ce sont des tours gigantesques qui contiennent des milliers de tonnes de produits finis. De là, il est expédié aux consommateurs, soit ensaché dans des sacs en papier pour la vente au détail, soit chargé en vrac dans des camions-citernes spéciaux ou des wagons de chemin de fer. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de la roche solide à la poudre, en passant par le broyage, le mélange, une cuisson infernale dans le ventre du dragon et un broyage final, naît cette humble poudre grise, prête, au contact de l'eau, à se réveiller et à se transformer en une pierre solide et fiable qui deviendra la fondation de nos maisons, de nos ponts et de nos villes entières. Chaque année, plus de 4 milliards de tonnes de ciment sont produites dans le monde. Ce chiffre est absolument ahurissant. Essayons d'imaginer. Cela signifie que pour chaque personne sur la planète, pour vous, pour moi, pour chacun, on produit plus d'une demi-tonne de cette poudre grise chaque année. C'est le matériau de construction le plus utilisé sur Terre après l'eau. Et si l'on prenait tout ce ciment et qu'on en construisait un mur continu d'1 mètre de large et d'1 mètre de haut, ce mur pourrait faire le tour de notre planète le long de l'équateur plus de 40 fois, chaque année. Chaque année, plus de 100 tonnes de matériaux sont produites dans le monde, mais un seul d'entre eux défie les lois de la physique. Ce n'est ni du métal, ni du plastique. C'est le graphène. Un matériau plus fin que l'ADN humain, mais 200 fois plus résistant que l'acier. Imaginez, une seule de ces couches pourrait supporter le poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe d'un crayon. Il est plus léger que l'air, transparent comme le verre, et en même temps, il conduit le courant mieux que le cuivre. Mais le plus fascinant, c'est que nous ne connaissons toujours pas les limites de ses possibilités. Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment quelque chose de presque invisible pourrait changer l'avenir de toute l'industrie. Alors, le graphène est un matériau bidimensionnel, composé d'une seule couche d'atomes de carbone, disposés en un réseau dense et bidimensionnel, en forme d'hexagone. Il possède une série de propriétés uniques qui le rendent incroyablement prometteur. Les atomes de carbone dans le graphène sont liés entre eux par des liaisons covalentes extrêmement solides. En substance, chaque atome fait partie d'un maillage absolument dense et impeccable.
Lorsque nous essayons d'étirer, de percer ou de casser une feuille de graphène, nous essayons en fait de rompre ces liaisons. Ce qui est unique, c'est que lorsqu'une force externe est appliquée au maillage, il ne se brise pas simplement. Au lieu de cela, le réseau hexagonal parfait assure une répartition uniforme de la contrainte sur l'ensemble du matériau. Les physiciens ont découvert que pour percer une feuille de graphène parfaite avec un crayon, par exemple, il faudrait une force comparable au poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe de ce crayon. Pourquoi parlons-nous spécifiquement de poids? C'est un point d'une importance capitale. Quand les scientifiques comparent les matériaux, ils évaluent leur rapport spécifique résistance sur poids. Par exemple, l'acier est un matériau solide, mais il est aussi très lourd. Le graphène, lui, est aussi solide que l'acier, voire plus, mais son poids est dérisoire. Une feuille de graphène est si fine qu'un kilogramme de ce matériau pourrait couvrir une surface comparable à plusieurs terrains de football. Cela signifie que, si nous prenions un morceau de graphène et un morceau d'acier de haute qualité de même poids, le graphène supporterait une charge 200 fois plus importante avant de se déformer ou de se rompre. Cette caractéristique en fait le candidat idéal pour la création de matériaux composites ultra légers et ultra résistants pour l'aérospatiale, le blindage et les équipements sportifs de haute technologie. Imaginez que même le plus petit ajout de graphène à des matériaux ordinaires, comme les plastiques ou les résines époxy, peut les transformer en quelque chose de complètement nouveau. Les scientifiques travaillent déjà à la création de gilets pare-balles ultra fins mais impénétrables, qui pèsent beaucoup moins que les blindages traditionnels en Kevlar. L'ajout d'une infime quantité de graphène au béton peut le rendre beaucoup plus résistant aux fissures et aux dommages, prolongeant la durée de vie des ponts et des bâtiments. Les carrosseries et les fuselages d'avions à base de graphène seraient plus légers, ce qui entraînerait des économies de carburant significatives tout en devenant beaucoup plus solides et plus sûrs. Ainsi, le graphène est l'incarnation d'un paradoxe. Il est presque invisible, mais sa résistance surpasse celle des métaux les plus forts. Cela ouvre une ère entièrement nouvelle, en sciences des matériaux, où les matériaux sont à la fois légers, flexibles et d'une solidité inégalée. La production de graphène est un véritable casse-tête pour les scientifiques. On peut l'obtenir de 3 manières principales, qui diffèrent par leur coût, leur qualité et leur volume de production. Imaginez que vous deviez fabriquer une feuille très fine, mais qu'elle doive être parfaite. La première méthode est l'exfoliation mécanique. C'est de cette manière que le graphène a été découvert. Ici, tout est simple. On prend du graphite ordinaire, qui est un empilement de couches de carbone, et on essaie d'en détacher une seule et unique couche. Les scientifiques ont littéralement utilisé du ruban adhésif pour arracher les couches à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ne reste sur le ruban que cette fameuse couche monoatomique recherchée. Cela donne le graphène le plus pur et le plus parfait, un véritable diamant pour la recherche fondamentale. Mais le problème est évident. Cette méthode est terriblement lente, impossible à mettre à l'échelle et ne convient qu'au laboratoire. La deuxième approche est l'exfoliation chimique. On l'utilise quand on veut obtenir beaucoup de graphène pour l'ajouter dans des batteries, des plastiques ou des encres. Ici, on ne joue pas avec du scotch, on sort l'artillerie lourde chimique. On plonge le graphite dans des acides et des oxydants très puissants, qui s'infiltrent entre les couches de carbone et commencent à les écarter. Le résultat est un mélange épais. Ensuite, on le traite aux ultrasons, comme avec un mixeur, et les couches de graphite se séparent finalement dans l'eau ou un autre solvant.
C'est ce qu'on appelle l'oxyde de graphène. Après cela, il faut réduire cet oxyde de graphène pour qu'il redevienne conducteur d'électricité. Cette méthode est bon marché et produit de grands volumes, mais le produit final a toujours beaucoup de défauts et d'impuretés. Il convient pour les composites, mais pas pour l'électronique sensible. La troisième et la plus prometteuse des méthodes est le dépôt chimique en phase vapeur, CVD. C'est la technologie pour créer des toiles de graphène de haute qualité et de grande taille, nécessaires pour les écrans tactiles ou les microcircuits. Ici, on n'arrache rien, on fait pousser le matériau à partir de zéro. On prend une fine feuille de métal, généralement du cuivre, et on la chauffe très fort, jusqu'à 1000 degrés Celsius. Puis, on introduit dans le four un gaz contenant du carbone, par exemple du méthane. Les atomes de carbone, libérés du gaz, se déposent sur le cuivre incandescent, qui sert de modèle parfait. Ils s'assemblent d'eux-mêmes en un maillage en nid d'abeilles monocouche et impeccable. Cette méthode donne une haute qualité et permet de fabriquer de grandes feuilles de graphène, ce qui est essentiel pour l'industrie. Le plus difficile après cela est de retirer délicatement le film de graphène du support métallique et de le transférer sur le matériau souhaité, par exemple un plastique flexible, sans endommager sa structure fragile. En termes d'argent, le marché mondial du graphène est actuellement évalué à plusieurs centaines de millions de dollars américains et, selon la plupart des prévisions, il devrait croître très rapidement, doublant souvent tous les 2 ou 3 ans. Les analystes s'attendent à ce que ce marché dépasse le milliard de dollars d'ici la fin de la décennie. Cela montre que les investisseurs croient en l'adoption massive du graphène. Contrairement aux produits de base, le marché du graphène est très segmenté par type et qualité. La part du lion de la production en poids est constituée d'oxyde de graphène réduit et de paillettes de graphène. Ils sont produits par la méthode chimique et sont utilisés pour renforcer les composites, les revêtements et les encres. Ils sont bon marché, mais présentent de nombreux défauts. C'est ce qu'on appelle le volume à bas coût. Et qu'en est-il de la haute qualité? La plus petite part en poids, mais la plus chère en valeur, est le graphène monocouche pur sous forme de film. Il est nécessaire pour l'électronique de haute technologie et est très coûteux en raison de la complexité de sa production et de son transfert. Le marché de la production de graphène est très fortement concentré en Asie, en particulier en Chine. Les entreprises Inspero chinoises sont les leaders mondiaux dans la production de grands volumes de graphène pour les batteries et les supercondensateurs, celui-là même qui est fabriqué par la méthode chimique. Les entreprises européennes et américaines, quant à elles, se concentrent généralement sur le développement de formes de graphène plus high-tech et plus pures, c'est-à-dire des films pour les industries aérospatiales et électroniques. Chaque année, plus de 13 millions de tonnes de caoutchouc naturel sont produites dans le monde, un matériau sans lequel aucun pneu, aucun gant, ni aucun joint d'aviation ne pourrait exister. Mais peu de gens se demandent d'où vient cette substance élastique. Quelque part sous les tropiques, au milieu des forêts humides de Thaïlande et de Malaisie, des milliers d'ouvriers, avant même l'aube, insistent l'écorce des arbres pour récolter un liquide blanc, le latex, qui sera ensuite transformé en caoutchouc. Comment ? À partir d'une simple sève d'EVA, naît le matériau qui fait rouler nos voitures, voler nos avions et même fonctionner nos programmes spatiaux. Et quel secret cachent ces plantations, où jour après jour naît l'une des ressources les plus importantes de l'humanité. Regardez jusqu'à la fin, vous verrez ce que l'on ne montre pas aux touristes. Les plantations de caoutchouc sont de grandes exploitations agricoles où l'on cultive des EVAs, qui sont la principale source de caoutchouc naturel. Ces plantations sont généralement situées dans les régions tropicales, car l'EVA a besoin d'un climat chaud,
de beaucoup de pluie et d'humidité pour une croissance optimale. L'histoire des plantations de caoutchouc remonte au 19e siècle, lorsque l'anglais Henry Wickham a sorti clandestinement des graines d'EVA du Brésil pour les amener aux jardins botaniques royaux de Kew, en Grande-Bretagne. De là, de jeunes plants ont été envoyés dans les colonies britanniques d'Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie et au Sri Lanka, où la culture à grande échelle a commencé. Aujourd'hui, les plus grands producteurs de caoutchouc naturel sont la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. Le processus de récolte du caoutchouc des arbres s'appelle la saignée. Les ouvriers font de fines incisions en biais sur l'écorce de l'arbre, généralement tôt le matin, lorsque la sève, le latex, coule le plus activement. Le latex est un liquide laiteux qui s'écoule des incisions et est recueilli dans de petites tasses fixées au tronc de l'arbre. Il est important de faire les incisions avec précaution pour ne pas endommager le cambium, la couche responsable de la croissance de l'arbre, et ne pas nuire à la production future de latex. Un seul arbre peut produire du latex pendant de nombreuses années, parfois jusqu'à 25 ou 30 ans. Le latex récolté est transporté des plantations vers les usines de traitement de différentes manières, selon la taille de la plantation, la distance jusqu'à l'usine et l'infrastructure disponible. Dans certaines régions où les rivières sont la principale voie de transport, le latex peut être transporté dans de grands conteneurs sur des barges ou des bateaux. L'objectif principal du transport est de livrer le latex à l'usine de traitement le plus rapidement possible et dans son état initial pour garantir la qualité du produit final. Dans les usines de traitement, le latex récolté dans les plantations de caoutchouc subit un processus complexe mais bien rodé, dont le but est de séparer le caoutchouc pur de l'eau et des autres impuretés. Ce processus commence dès l'arrivée du latex à l'usine et comporte plusieurs étapes clés qui garantissent l'obtention d'un caoutchouc brut de haute qualité. D'abord, à son arrivée à l'usine, le latex liquide, qui arrive généralement dans de grandes citernes, est filtré. Cette première étape de filtration permet d'éliminer toutes les grosses impuretés mécaniques, comme les morceaux d'écorce, les feuilles ou d'autres matières végétales qui auraient pu s'y introduire lors de la récolte ou du transport. Pour cela, on utilise des tamis ou des grilles de différentes tailles de mailles. Après filtration, le latex est pompé dans de grandes cuves pour être dilué. En général, le latex récolté sur les arbres a une concentration en matière sèche d'environ 35%. Pour le traitement ultérieur, on le dilue avec de l'eau pure jusqu'à une concentration plus faible et plus maniable, souvent de 20%. Cette dilution facilite le processus de coagulation ultérieure et assure l'homogénéité du produit obtenu.
L'étape clé dans le traitement du latex est la coagulation, c'est-à-dire le processus de solidification. Le latex naturel est une émulsion stable, où de minuscules particules de caoutchouc sont dispersées dans un milieu aqueux. Pour séparer le caoutchouc, il faut rompre cette stabilité. Pour cela, on ajoute un acide au latex dilué, généralement de l'acide formique ou acétique. L'acide abaisse le pH du latex, détruisant les facteurs de stabilisation et forçant les particules de caoutchouc à s'agglomérer et à précipiter. Le latex est laissé dans des réservoirs spéciaux ou de grandes cuves, où une coagulation progressive a lieu. Selon le type de latex et le produit final désiré, le processus de coagulation peut durer de quelques heures à une journée. Pendant ce processus, le caoutchouc se sépare de la partie aqueuse, formant une masse gélatineuse. Une fois la coagulation terminée, la masse de caoutchouc obtenue, qui a l'aspect d'une feuille molle et gélatineuse, est délicatement retirée des cuves. Ce caoutchouc brut passe ensuite à travers une série de rouleaux. D'abord, il passe entre des rouleaux crantés, qui aident à éliminer la majeure partie de l'eau résiduelle, tout en créant une texture caractéristique à la surface de la feuille de caoutchouc. Cela contribue également à augmenter la surface pour un séchage ultérieur plus efficace. L'étape suivante est le lavage. Les feuilles de caoutchouc sont soigneusement lavées à l'eau pure pour éliminer les résidus d'acide et toute autre impureté soluble dans l'eau. La qualité du lavage est extrêmement importante car les résidus d'acide peuvent affecter négativement les propriétés du caoutchouc final et son vieillissement. Après le lavage, les feuilles de caoutchouc sont prêtes pour le séchage. C'est l'une des étapes les plus importantes, car la qualité et la stabilité du produit dépendent de l'efficacité du séchage. Le séchage peut se faire de différentes manières. Traditionnellement, les feuilles sont suspendues dans des séchoirs spéciaux où elles sont exposées à de la fumée chaude. La fumée ne sèche pas seulement le caoutchouc, elle lui donne aussi sa couleur brun doré caractéristique et des propriétés fongicides, ce qui aide à prévenir le développement de moisissures. Le processus de séchage et de fumage peut durer de quelques jours à une semaine. Pour d'autres types de caoutchouc brut, on utilise des séchoirs mécaniques, où le caoutchouc est broyé en petits granulés ou en miettes, puis séché à l'air chaud dans des séchoirs tunnels. Cela accélère considérablement le processus de séchage, permettant d'obtenir un produit fini en quelques heures. Après le séchage, les feuilles ou les granulés de caoutchouc finissent sont triés, classés par qualité selon les normes internationales, puis pressés en grands blocs ou balles. Ces blocs sont emballés, généralement dans un film polyéthylène, et marqués avant d'être expédiés aux consommateurs du monde entier. Chaque bloc a son poids, généralement 33 kg ou 111 kg, ce qui simplifie la logistique et le commerce. Chaque heure, quelque part dans le monde, une pièce métallique de plus de 50 tonnes est usinée. Et une seule erreur microscopique peut provoquer une catastrophe à plusieurs millions d'euros. Imaginez un vilebrequin long comme un bus, qui doit résister à 1 milliard de cycles d'explosion. Ou un bloc-cylindre, où une erreur de l'épaisseur d'un cheveu signifie la mise au rebut d'un géant de plusieurs tonnes. Mais voici le secret. Comment les ingénieurs atteignent-ils une précision au micron quand ils usinent des pièces plus lourdes qu'un char d'assaut? Que se passe-t-il dans cette salle secrète de contrôle qualité, où l'ordinateur mesure des milliers de points et peut tout arrêter? Et surtout, restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer l'opération finale, celle où un seul petit défaut transforme des mois de travail en ferraille. C'est une production où chaque millimètre est une question de vie ou de mort pour le moteur. Prêt à plonger dans les coulisses.
La première chose qui frappe dans cette usine, c'est l'échelle. Oubliez les moteurs automobiles classiques. Tenez par exemple ce bloc-cylindre. Son poids peut atteindre des dizaines de tonnes. Ce n'est pas une simple coulée, mais une œuvre complexe, multicouche, qui exige des aciers ou des fontes spéciales, capables de résister à des charges, des températures et des pressions incroyables. Et voici le vilebrequin. Sur les gros moteurs, il peut mesurer la longueur d'un petit bus et peser tout autant. Cet élément est sans doute le plus critique. Il doit encaisser la force explosive de la combustion et la transformer en mouvement rotatif. Ces ébauches arrivent souvent sous forme de puissantes pièces forgées, où chaque kilo de métal a déjà son histoire. Le processus démarre par le contrôle d'entrée. Les spécialistes vérifient la composition chimique, l'absence de défauts internes, grâce aux ultrasons, et aux installations radiographiques. Car le moindre défaut caché dans une pièce aussi massive peut provoquer une catastrophe en exploitation. C'est comme un bilan de santé pour un géant d'acier. Ce n'est qu'après cet examen minutieux que l'ébauche reçoit son autorisation d'entrer dans l'atelier d'usinage. Pour déplacer ces ébauches, il faut une sacrée puissance. L'atelier est donc équipé de ponts roulants capables de soulever des charges qui dépassent le poids de la plupart des machines-outils classiques. Installer la pièce sur le centre d'usinage, c'est une opération de précision qui demande coordination et expérience. C'est la première étape de la transformation du métal en puissance. Maintenant, on passe au cœur de l'atelier, la zone d'usinage du bloc-cylindre. C'est ici que règne l'usinage multi-axe. Devant vous, un centre d'usinage à portique. Il ressemble plus à une petite maison qu'à une machine-outil. Ces broches, équipées de plaquettes ultra dures, peuvent enlever jusqu'à plusieurs centaines de kilos de métal par heure. Première opération, l'ébauche. L'objectif, retirer les surépaisseurs, éliminer les défauts de surface de la coulée et donner à la pièce sa géométrie de base. Ici, la vitesse et l'agressivité de la coupe sont impressionnantes. Les flots de copeaux brûlants témoignent de l'énergie dépensée pour cette transformation. Mais la vraie magie commence après, à l'étape de la finition. Vous vous souvenez, on parlait de précision? Pour les moteurs diesel, la géométrie parfaite des cylindres est absolument critique. On y parvient grâce à l'alésage et au rodage. L'alésage, c'est la formation des alaisages de cylindres, avec une précision au micron. La moindre erreur de géométrie entraîne une usure irrégulière, une perte de compression et la panne du moteur. Et le rodage, c'est la touche finale. Un outil spécial avec des pierres abrasives crée sur la surface intérieure du cylindre un micro-relief, ce qu'on appelle la trame. Cette trame est indispensable pour retenir l'huile et assurer une lubrification parfaite des segments de piston. C'est littéralement un polissage au niveau moléculaire, qui garantit une durée de vie du moteur de plusieurs décennies. Ces machines fonctionnent sous un contrôle thermique strict. La moindre variation de température peut provoquer une déformation thermique de la pièce de plusieurs tonnes, et donc une perte de précision. L'atelier maintient donc un microclimat constant, et l'usinage peut durer des jours. Devant nous, le prochain héros, le vilebrequin. Cet élément travaille dans les conditions les plus extrêmes. Il doit avoir non seulement une résistance colossale, mais aussi un équilibrage parfait. Sa fabrication est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Le début, c'est l'usinage préliminaire des portées. Sur des tours fraiseuses spécialisées à commande numérique, on forme les portées de bielle et les portées principales. Vu le poids et la longueur de l'arbre,
On utilise ici des systèmes de soutien uniques qui empêchent sa flexion et ses vibrations pendant l'usinage. L'étape clé, la rectification. Les portées de l'arbre doivent avoir une rugosité minimale, car c'est là qu'il y a frottement avec les paliers. Plus la surface est lisse, moins il y a de frottement, et plus le moteur dure longtemps. Pour cela, on utilise des rectifieuses cylindriques avec des capteurs ultra sensibles. Et maintenant, le plus important, le traitement thermique et le durcissement de surface. Après la rectification, les portées de l'arbre subissent une trempe par induction ou une nitruration. Qu'est-ce que ça apporte? Ça crée sur la surface de la portée une couche ultra dure, résistante à l'usure, tout en conservant la ténacité et la résistance du cœur de l'arbre. C'est nécessaire pour que l'arbre puisse résister à des milliards de cycles de charge. C'est comme une armure pour la partie la plus importante du moteur, l'étape finale, l'équilibrage. Vu la masse colossale, même un petit déséquilibre peut détruire le moteur. Donc, chaque vilebrequin passe par un équilibrage dynamique. Si la machine détecte un écart, des masses spéciales ou des perçages sont ajoutés ou retirés dans les parties de volant, jusqu'à ce que l'arbre soit parfaitement équilibré. C'est comme accorder un violon, sauf qu'au lieu de musique, on obtient une harmonie de rotation et de puissance. Comment atteindre une telle précision en travaillant avec de tels géants? La réponse se trouve dans l'outillage et le contrôle qualité. L'outil lui-même est un produit high-tech. Chaque outil de coupe, chaque fraise est équipée de plaquettes en carbure dur, voire en diamant synthétique. Ils doivent résister à des températures et des pressions de coupe colossales. Grâce à des revêtements spéciaux, la durée de vie de ces outils s'allonge et la qualité d'usinage reste constamment élevée. Dans une salle d'outillage spéciale, on surveille en permanence leur état, on les réaffûte et on les remplace. Mais le plus important, c'est le contrôle qualité. Après chaque opération clé, la pièce subit une mesure minutieuse. Ici, ce sont les machines à mesurer tridimensionnelles qui nous aident. Ces machines, équipées de palpeurs haute précision et de scanners laser, peuvent mesurer jusqu'à 1000 points sur la surface de la pièce avec une précision de quelques micromètres. Elle crée une carte tridimensionnelle de la pièce et la compare au modèle informatique parfait. Si l'erreur dépasse la tolérance, le processus s'arrête et la pièce repart pour correction ou, dans le pire des cas, elle est mise au rebut. Aucune pièce ne sort de l'atelier tant que l'ordinateur n'a pas donné le feu vert sur sa précision parfaite. Et voilà, quand tous les composants, blocs, vilebrequin, culasse, bielle, ont passé le contrôle strict et atteint la précision parfaite, ils sont prêts pour l'étape finale, l'assemblage. C'est un autre atelier où règne une propreté stérile. L'assemblage d'un tel moteur est un processus tout aussi précis que l'usinage. Toutes les pièces sont soigneusement lavées. On élimine même les résidus microscopiques de copeaux et de saleté. Les spécialistes utilisent des clés dynamométriques pour serrer des milliers de boulons avec un couple précisément défini. Une erreur de serrage sur la culasse, par exemple, peut provoquer une rupture de joint et la panne du moteur. Chaque étape d'assemblage est enregistrée et contrôlée par des systèmes électroniques.